Nous parlions des asiles dans les années 50 en France. Cette fois-ci, nous changeons de siècle, nous changeons de pays, puisque on se transporte en Angleterre au milieu du 19e siècle pour découvrir donc une institution tout à fait originale qui a participé à transformer le visage de la psychiatrie anglaise au 19e siècle grâce à un homme, le docteur John Connolly, dont on va parler sûrement ce soir. Et Laurence Dubois, donc vous avez fait un travail très important sur la psychiatrie anglaise en général du 19e siècle et sur cette institution en particulier. C'est incroyable que vous ayez pu retrouver des archives aussi et des témoignages extrêmement riches et détaillés. Je crois que c'est sans comparaison avec les archives en France, par exemple, pour la même époque. Et donc, vous en parlez en détail, la façon dont cette nouvelle conception des soins, débarrassée d'un modèle autoritaire et coercitif, a pu ensuite se diffuser dans les autres établissements en Angleterre. Justine Rallier, donc vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez aussi une expérience de l'institution psychiatrique, puisque vous avez été enseignante pendant plusieurs années donc à l'institution Georges Bruyère, et donc vous connaissez aussi l'institution psychiatrique de l'intérieur, pas simplement en tant qu'historien. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir, et puis donc je vous laisse la parole et on se retrouve tout à l'heure. Oui, Justine, donc votre travail aussi a été publié dans un livre qui a reçu un prix des Sorbonne, c'est ça, hein? Oui. Notamment, plusieurs prix. Tout d'abord, bonsoir à ceux qui sont là et à celles et ceux qui sont en ligne. Bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe du séminaire et en particulier Clément Fromentin de m'avoir invité. C'est pour moi un grand honneur et un vrai plaisir de faire cette présentation devant vous ce soir. Alors, ma présentation, comme le titre l'indique, portera sur une mise en perspective de l'abandon des moyens, mise en perspective historique de l'abandon des moyens de contention dans les soins en psychiatrie. Elle s'intitule « Soigner sans contention, une utopie réalisée ». Point d'interrogation. Le No Restraint à l'asile de Hanwell, 1839-1892. Cette présentation s'appuie essentiellement sur les travaux de recherche que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse de doctorat, soutenue à la Sorbonne Nouvelle en 2016 et qui a été publiée dans une version un peu remaniée et surtout un peu allégée l'année suivante, sous un titre que j'ai conservé presque à l'identique dans la transition de la thèse au bouquin, donc l'asile de Hanwell, un modèle utopique dans l'histoire de la psychiatrie anglaise. 1839-1852 cette fois. Comme vous pouvez le constater, la notion d'utopie est récurrente, non pas qu'il s'agisse d'une obsession personnelle, quoique, mais parce que j'ai été amenée à m'intéresser tout particulièrement à cette question de l'utopie dans toute sa polysémie, avec toutes les acceptions possibles du terme. Mais notons que le docteur Connolly, dont on va parler ce soir, n'a jamais accepté d'être considéré comme un visionnaire qui manquerait d'esprit pratique, ce que ses détracteurs n'ont pas manqué de souligner, mais son approche peut être considérée comme utopique de manière pertinente, dans la mesure où il s'agit bien pour lui de créer une sorte de microcosme idéal, transposable et reproductible dans tous les asiles, à l'échelle du Royaume-Uni et, si possible, au-delà des frontières. Il faut cependant être conscient, comme le rappelle Frédéric Moret, que je cite, que construire une pensée réformatrice en utopie constitue un moyen puissant et efficace de lui dénier toute réalité et toute possibilité d'application. Il revient à interdire de l'envisager comme solution à la question sociale. Or, les réformes que Connolly a introduites dans la prise en charge et la vie quotidienne des aliénés indigents de Hanwell sont sans conteste des solutions pragmatiques à une détresse sociale et psychique. On aura l'occasion d'y revenir. Par rapport à mon champ de recherche, je vous ai fait toute une série de points d'interrogation. J'ai horreur de ça normalement, mais finalement c'était plutôt adapté. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Est-ce qu'il s'agit d'un travail qui s'inscrit dans l'histoire de la folie, dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la psychiatrie, dans l'histoire des idées, dans l'histoire sociale, dans l'histoire britannique? Je vais commencer par la fin. Oui, il s'agit d'histoire britannique, puisque j'ai travaillé quand même essentiellement sur l'Angleterre et l'Écosse. Il s'agit clairement d'histoire sociale parce que je travaille davantage sur
la prise en charge des patients, la portée sociale et politique de la façon dont ils sont pris en charge. Et en cela, finalement, malgré ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas tant que ça d'histoire de la folie. Puisque l'histoire de la folie, non pas que je ne m'intéresse pas à ce qu'on définit comme folie, mais je m'intéresse davantage dans mes recherches historiques à la façon dont on traite des individus dont on a décidé, pour une raison ou une autre, qu'ils étaient fous, et ensuite comment on s'occupe d'eux. Donc davantage finalement que la question du diagnostic. Il s'agit de l'histoire de la psychiatrie, puisque je travaille sur les institutions, et il s'agit de l'histoire de la médecine, puisque ce soir en particulier, je vais insister plus particulièrement sur cet aspect d'histoire de la médecine, de la place de la psychiatrie, de l'émergence de la psychiatrie dans le contexte sociopolitique et aussi dans le contexte de la médecine de l'époque. Alors, pour faire ce travail, je dis juste quelques mots sur les méthodes et les sources. C'est un travail qui s'appuie essentiellement sur une étude plutôt approfondie de sources primaires. Donc, les archives de l'asile de Hanwell sur la période concernée. Ces archives sont conservées aux archives municipales de Londres. Et donc, sur la consultation de documents aussi divers que des comptes rendus de réunion du comité de direction, les rapports annuels de ce même comité, les rapports annuels des médecins, le journal de bord de la surveillante générale que vous avez à l'écran, les instructions rédigées à l'intention du personnel, les registres d'admission, les dossiers des patients, pour ne citer que les exemples les plus représentatifs. Alors ensuite, la presse contemporaine locale et nationale a pu constituer également une source utile d'informations complémentaires. Et bien entendu, la consultation de sources secondaires, d'ouvrages consacrés à l'histoire de la psychiatrie, d'auteurs français tels que Jacques Postel, Marcel Gaucher, Gladys Swain, bien entendu Michel Foucault, on y reviendra, mais aussi plus spécifiquement des nombreuses études consacrées à la psychiatrie victorienne et aux institutions psychiatriques contemporaines qui sont réalisées par des auteurs anglo-saxons, en particulier Andrew Scull, Roy Porter, Richard Hunter, Anne Digby, Louise Hyde, Hilary Marlin, Ellen Showalter. Je ne vous fais pas une liste exhaustive. Tout ça, ça m'a permis de nourrir ma réflexion, de l'enrichir des nécessaires apports historiques et de situer ma réflexion au sein d'un ensemble historiographique plus vaste. La question des sources est une question cruciale, en particulier en raison de la rareté des témoignages de patients, particulièrement au XIXe siècle, mais peut-être plus largement. Il y a bien eu cet appel marquant de l'historien Roy Porter à faire entendre la voix des patients. Cet appel, c'était en 1985. Tout le monde l'a entendu, mais les difficultés sont nombreuses, surtout en ce qui concerne les asiles publics pour aliénés indigents. Il y a un ouvrage très récent que je vous ai mis à l'écran, qui est paru en 2021 aux presses universitaires de Manchester, donc Patient Voices, qui s'efforce de répondre à cette exigence légitime, mais qui souligne également les obstacles rencontrés, même les impasses dans lesquelles l'historienne peut parfois se retrouver, compte tenu de la paucité des témoignages écrits de patients qui, étant des patients souvent classés dans la catégorie des indigents, étaient aussi également souvent illettrés. Donc, ce sont des témoignages écrits qui seraient les seuls à nous être accessibles 180 ans plus tard, mais encore faut-il qu'ils existent, ce n'est pas toujours le cas. Il y a donc une nécessité de croiser les sources au maximum pour s'efforcer de restituer autant que faire se peut la voix des patients, puisque les sources qu'on a en abondance pour le 19e siècle en Angleterre, ce sont des sources institutionnelles, parce qu'il y a une sorte de flambée de bureaucratie en Angleterre dans tous les domaines, dans les années 1830-1840, ce qui est tout à fait réjouissant pour les historiens, évidemment. Voilà, c'est juste pour préciser qu'il s'agit de l'histoire d'une institution, de l'histoire des patients autant que faire se peut, mais souvent par le regard des soignants, par le regard de l'institution, davantage que par les voix des patients eux-mêmes, même s'il y aura quelques contre-exemples. Pour cette présentation, j'ai choisi une présentation un peu classique en 3 parties. Je vais tout d'abord vous présenter la philosophie du non-restraint dans sa dimension sociale, médicale et politique, plus ou moins dans cet ordre-là. Ensuite, j'aimerais entrer dans des détails un peu plus précis sur l'abandon des moyens de contention et son application concrète à l'asile de Hanwell, et montrer en quoi il s'agit quand même pour Connolly d'un parcours militant. Et ensuite, en guise de 3e partie, qui sera aussi plus ou moins une conclusion, l'après-Connolly, est-ce que l'après-Connolly marque la fin d'une utopie? On va voir que la réponse n'est pas aussi claire que ça. Alors, tout d'abord, la philosophie du non-restraint dans sa dimension sociale, médicale et politique. Je parle vraiment de philosophie parce qu'il s'agit bien d'une conception, en tout cas au départ un peu idéologique quand même, de ce que peuvent être les soins. Et mes recherches s'inscrivent dans ce courant,
je ne suis pas seule, mais c'est un courant qui tente à démontrer que l'asile victorien a pu être conçu et perçu comme un modèle utopique, comme un véritable outil thérapeutique, non comme un vulgaire outil de répression et de contrôle social des déviants, tout en s'inscrivant pleinement dans la société dite victorienne, c'est-à-dire, en schématisant un petit peu, la société britannique au XIXe siècle. Ça ne va pas de soi, cette idée que l'asile puisse être conçu comme un outil thérapeutique, parce qu'on sait tous que quand on évoque la psychiatrie des siècles passés, les images qui surgissent spontanément et qui sont ancrées fermement dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt des tableaux assez sombres où vont dominer la déchéance, le dépérissement, l'anéantissement de l'esprit, les fous qui semblent parfois avoir perdu leur humanité même, et le terme asile d'aliéné est chargé d'une connotation négative. Il évoque immanquablement un triste spectacle, des chaînes, des camisoles de force, de la violence, de l'avilissement. Pourtant, en Grande-Bretagne, particulièrement en Angleterre et en Écosse, il y a un écart manifeste entre le traitement généralement réservé aux aliénés jusqu'au XVIIIe siècle et les nouvelles approches thérapeutiques du XIXe. Alors, la prise de conscience de la nécessité d'une réforme de la prise en charge des aliénés s'appuie sur des rapports parlementaires, dont celui de 1807, et elle s'appuie surtout sur divers scandales. Il y en a eu plusieurs, je vais insister sur le plus connu, quant au traitement des aliénés, dont ce cas de maltraitance avérée, découvert en 1813 à Bedlam, lorsqu'il est reconnu qu'un patient du nom de William Norris a passé près de 9 ans attaché à un mur dans une cellule, donc on voit là ce qui est paru dans les journaux de l'époque. D'aucuns disent même que ça aurait duré 12 ans, voire 14 ans. Donc ça va prendre du temps, mais la psychiatrie anglaise, à partir des années 1840, va réellement marquer une rupture nette et délibérée par rapport au traitement souvent indigne, encore courant au début du XIXe siècle. Et toute cette période se caractérise par une forme d'optimisme thérapeutique. Si l'ère victorienne voit l'avènement de l'asile comme remède absolu à la folie, à l'exclusion de tout autre, il serait réducteur de n'interpréter ce phénomène que comme l'expression d'une volonté d'enfermement et de rétablissement de l'ordre social qui serait dénuée de toute volonté d'apporter une aide aux malades. À l'inverse des maisons de fous, en anglais madhouses du XVIIIe siècle, qui se bornent, c'est vrai, bien souvent à être des lieux d'enfermement pur et simple des aliénés, l'asile victorien, en dépit de toutes ses imperfections que nous verrons, est initialement pensé comme un outil dont la fonction première est thérapeutique, et on ne peut pas résumer cette structure à une structure de type carcéral destinée à l'internement des fauteurs de troubles et autres asociaux. Je fais ici référence bien entendu à la perspective foucaldienne et à l'hypothèse ou à la théorie, devrait-on dire plutôt, du grand renfermement. Donc, des années 1830 aux années 1870 environ, l'Angleterre jouit à juste titre d'une réputation de haut lieu de la réforme des droits des aliénés. La période d'optimisme thérapeutique qui s'ouvre alors quant au traitement de la folie n'est pas sans lien avec ce qui caractérise l'ère victorienne, au moins à ses débuts, une foi profonde dans l'avenir et le progrès. Et les médecins, tout autant que les réformateurs, tiennent beaucoup à ce que la folie soit reconnue comme une maladie et à ce que les aliénés soient placés dans des hôpitaux et dans des asiles plutôt que dans des prisons ou dans des workhouses, des sortes d'hospices pour les pauvres. Les aliénés sont vus comme des malades qu'on espère pouvoir soigner. Ils ne sont pas vus comme des cas incurables qu'il faudrait mettre au banc de la société. La réforme de la législation sur les aliénés se manifeste concrètement sous la forme de lois sur les asiles publics qui sont votées au Parlement, les County Asylums Acts, en 1808, 1828, 1845 et 1853. Il y en a un autre en 1890. Et la succession de réformes montre bien que c'est une préoccupation récurrente des autorités. Cette réforme n'est pas un mouvement isolé, elle est liée aux récents progrès dans le domaine de la santé publique et elle découle d'une certaine conception de la responsabilité de la société, de la collectivité, quant au bien-être de ses membres. Donc elle peut être considérée comme empreinte d'un humanitarisme et d'un paternalisme d'inspiration évangélique, associé à un souci d'efficacité et d'expertise cher aux utilitaristes benthamiens. Et à partir de 1834, la législation sur les aliénés s'inscrit dans le cadre de l'application de la New Poor Law, la nouvelle loi sur les pauvres, dans la mesure où 75% à peu près des malades mentaux sont des indigents, et donc les paroisses qui sont regroupées en union sont responsables légalement et financièrement de l'assistance aux indigents de leur secteur. À ce moment-là, le système des workhouses comme modalité d'assistance incontournable est mis en place. Mais tous les indigents ne sont pas logés à la même enseigne. Je fais une petite parenthèse sur le terme workhouse. Ça peut se traduire par asile pour les pauvres. Mais enfin, c'est très ambigu quand on travaille sur l'histoire de la psychiatrie. Ou bien maison de travail, ou bien hospice, ou bien encore on peut décider de ne pas le traduire, puisqu'il n'y a pas véritablement d'équivalent français culturel. C'est ce qu'a fait Jacques Carré dans un ouvrage
remarquable qu'il a consacré à la workhouse, et donc je me suis permis de faire comme lui, et de continuer à employer le terme workhouse. Donc ce système de la nouvelle loi sur les pauvres, il repose sur le refus d'attribuer une aide à domicile aux indigents valides. C'est le principe de base de la loi. Donc ils sont contraints d'aller à la workhouse s'ils veulent obtenir une aide de leur paroisse. Mais ce principe ne s'applique pas aux malades et il ne s'applique pas non plus aux déficients mentaux qui sont dispensés explicitement de cette mesure prohibitive. C'est l'article 27 de la loi qui prévoit la possibilité d'une aide à domicile et l'article 45 stipule que les aliénés ne sauraient être détenus dans des workhouses au-delà de 15 jours. Bon, dans les faits, les malades sont néanmoins placés dans ce type d'institution. C'est une situation à laquelle la législation sur les aliénés va tenter de remédier. Pourquoi ? Parce que les conditions de vie sont souvent délibérément déplorables pour les pensionnaires de la workhouse. Donc, l'histoire de la psychiatrie anglaise, elle s'inscrit clairement dans ce contexte social et législatif. Et c'est dans ce contexte que la psychiatrie émerge progressivement comme une discipline à part entière, distincte de la médecine somatique, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Je rappelle juste que dans la profession médicale, à l'époque, on trouve traditionnellement une division tripartite. Il y a les médecins, en anglais physicians, les apothicaires, apothecaries, et les chirurgiens, surgeons, sachant que les physicians sont les seuls à jouir d'un certain prestige social durant tout le XVIIIe siècle, mais ça c'est en dépit de nombreuses caricatures dont ils font l'objet et qui montrent un manque de respect certain de l'opinion publique à leur égard. Et cette division, elle ne va pas résister dans le contexte de bouleversement social et économique qui est celui du XIXe siècle, et la profession médicale devient accessible à un plus grand nombre, même si en 1840, il n'existe sur le plan national aucun système réel de formation universitaire et qu'il y a un manque de supervision. En octobre 1826, l'Université de Londres est fondée par un groupe dont fait partie Jeremy Bentham. C'est la première université en Angleterre qui admet les étudiants sans leur faire passer de tests religieux. Et son importance dans la formation des médecins va être considérable. Sur les 469 étudiants inscrits dès 1834, il y a 347 étudiants qui étudient la médecine. Et avant cela, c'est l'Université d'Édimbourg en Écosse, qui est également une ressource majeure en matière d'éducation médicale et de pratique hospitalière. Elle forme la majorité des docteurs diplômés, elle forme environ un tiers de ceux qui servent dans les unités médicales de l'armée de terre, de la marine et de la Compagnie des Indes orientales. Et il y a une forte augmentation du nombre de diplômés après 1815. Et les deux domaines dans lesquels les étudiants en médecine d'Édimbourg sont les plus représentés sont la santé publique et la santé mentale. Il est intéressant d'ailleurs de noter que sur les 15 Metropolitan Commissioners, qui sont des sortes d'inspecteurs des asiles, nommés en 1828, 4 d'entre eux sont d'anciens étudiants d'Édimbourg. Par rapport au niveau de revenus des professions médicales, il y a de très fortes disparités qui existent selon le degré de spécialisation et la position géographique. Un spécialiste vers le milieu du siècle, il peut espérer gagner annuellement jusqu'à 2 ou 3 000 livres à Londres, alors qu'un généraliste de campagne semble devoir se contenter de quelques 500 livres par an. Bon, c'est déjà pas mal, sachant qu'un ouvrier à l'époque gagne 30 livres par an. Hein. D'accord, pour resituer. Néanmoins, c'est absolument essentiel pour un médecin débutant de parvenir à se faire engager par un hôpital. Dans la mesure où les postes en hôpital mettent les médecins en contact avec les administrateurs de l'institution, qui sont des hommes fortunés, qui sont souvent membres de l'aristocratie, et dont le sorte de patronage en dehors de l'hôpital peut, avec un peu de chance, assurer une clientèle privée lucrative aux médecins ou aux chirurgiens concernés. Et la psychiatrie, qui émerge à l'époque, est plus fortement encore que la médecine somatique basée sur cette pratique en institution et sur l'expérience des médecins aliénistes qui travaillent au sein du système asilaire. Une historienne, Janet Oppenheim, insiste sur le fait que, après 1840, en fait, le tremplin le plus classique pour une carrière réussie en psychiatrie, ce n'est pas la maison de fous privée, c'est l'institution publique. Elle admet cependant que la situation professionnelle des aliénistes reste assez difficile jusque dans les années 1840. Ils ont un handicap majeur qui réside dans le fait que l'opinion publique n'est absolument pas convaincue que la folie est un problème médical et qu'il est préférable qu'elle soit traitée par des médecins qualifiés. Cette perception des choses change notablement par la suite, dès le début des années 1840. Comme le note Andrew Skur, je lis la citation, « La folie était de plus en plus souvent perçue comme quelque chose qui pouvait être diagnostiqué, déclaré et traité uniquement par un groupe d'experts reconnus légalement. Et ces experts étaient bien évidemment les médecins, membres d'une spécialité de plus en plus organisée et consciente de son image au sein de la profession médicale, connue par ses détracteurs sous le nom de docteurs pour les fous, Mad Doctors, donc, qui donne une ambiguïté supplémentaire en anglais puisque c'est Mad Doctors, donc c'est pas exactement
s'ils sont fous eux-mêmes ou si c'est des docteurs pour les fous, et qui s'appelaient entre eux aliénistes ou directeurs médicaux d'asile d'aliénés, c'est-à-dire Medical Superintendents of Lunatic Asylums, un nom assez long. Donc finalement, le terme alienist ou le terme superintendent est positif, beaucoup plus que mad doctor. C'est dans ce contexte que... Ah, sorry, mistake. Juste une remarque supplémentaire sur cette question de la situation qui, pour les aliénistes victoriens, s'améliore après les années 1840, mais reste très compliquée en termes d'image. Cette citation est intéressante pour ça. Citation de Janet Oppenheim. La médecine asilaire faisait l'objet d'une stigmatisation mal définie. En dépit de l'importance des efforts faits par les praticiens dans les asiles pour mettre leur travail en valeur aux yeux de leurs confrères. Le poste de directeur d'un asile du comté n'était nullement comparable à une affectation dans l'un des hôpitaux londoniens les plus connus ou à une chaire d'enseignement dans quelque université prestigieuse. La multiplication progressive des postes d'enseignants du supérieur spécialisés dans la maladie mentale ne signifiait pas pour autant une reconnaissance générale de l'importance de ce sujet. Et le reste de la profession médicale, même dans le dernier quart du XIXe siècle, ne s'intéressait toujours pas tellement au traitement de la folie, ni aux autres aspects de la médecine psychologique. Cette situation réelle, à mon sens, a conduit d'ailleurs à ce que Skoll a dénoncé comme une forme de corporatisme excessif, une sorte d'autopromotion des aliénistes, mais qui était due aussi au fait qu'ils étaient dans une situation où ils étaient quand même régulièrement attaqués de toutes parts. C'est dans ce contexte que Connolly, directeur de l'asile de Hanwell à partir de 1839, parvient à faire une carrière très remarquée en son temps et incontestablement marquante dans l'histoire de la psychiatrie. Alors lui-même est ancien étudiant de l'université d'Édimbourg, ça ne surprendra personne. Il est aussi enseignant à l'université de Londres dans les premières années de cette institution. Il sera reconnu comme l'un des plus fervents partisans d'une meilleure formation des médecins dans le domaine de la pathologie mentale. On le félicite même à titre posthume dans certains journaux d'avoir tenté de donner aux étudiants en médecine l'occasion d'étudier les pathologies mentales et d'avoir insisté sur le fait qu'une certaine connaissance de ces pathologies était indispensable au savoir médical. Ça reste compliqué durant tout le XIXe siècle, puisque même à la fin du XIXe siècle, on ne compte toujours pas plus d'une demi-douzaine d'asiles en Angleterre ou en Écosse qui sont reconnus comme des écoles dans lesquelles on peut étudier l'aliénation mentale. En dépit d'une émergence incontestée de la psychiatrie comme spécialité médicale à part entière au cours du siècle, et même s'il n'est pas tout à fait vrai, comme l'affirme un historien du nom de Cramer, que se former en autodidacte ou apprendre le métier par le biais d'un apprentissage au sein d'un asile était la seule manière possible d'acquérir quelques rudiments de psychiatrie, force est de constater que la formation des médecins chargés de prendre soin des malades mentaux est bien loin d'être une priorité. Et de la même manière, c'est un peu difficile de dresser un portrait sociologique précis de cette nouvelle génération de psychiatres parce qu'on n'a pas beaucoup de données statistiques ou empiriques valables, même si pour certaines figures marquantes, telles Connolly, les éléments connus sont suffisants pour retracer un parcours individuel. On peut raisonnablement considérer que ce parcours, à défaut d'être un archétype, est un exemple représentatif de cette profession en plein essor, mais c'est vrai que ça reste sociologiquement difficile d'établir une typologie des psychiatres de l'époque. Alors, Connolly s'est rendu célèbre par son action au sein de l'asile du comté du Middlesex à Hanwell, ouvert en 1831 dans la banlieue ouest de Londres, mais au départ, c'est un médecin généraliste, dont l'intérêt pour la maladie mentale se manifeste dès le début de sa carrière, puisque sa thèse porte déjà sur la folie, en 1821, si je me souviens bien. Il exerce des fonctions de maire de la ville natale de Shakespeare, Stratford-upon-Avon, dans les années 30, qui lui permettent de s'illustrer dans la vie sociale et politique locale, et notamment de créer un hôpital et un dispensaire pour les pauvres. Mais sa carrière de médecin généraliste reste instable et ne lui assure pas véritablement une aisance financière, pas non plus la reconnaissance de ses pairs. Donc sa vie professionnelle va prendre un tournant décisif lorsqu'il est nommé à la direction médicale de l'asile public de Hanwell en juin 1839, un poste qu'il conserve jusqu'en 1844. Ensuite, il devient médecin attitré de l'établissement jusqu'en 1852. Durant ces années, avec le soutien des administrateurs de l'asile et d'une grande partie du personnel, dont la surveillante générale, il met en place une politique de non-restraint, l'abandon des moyens de contention mécanique, à une échelle jusqu'alors inédite, puisque ce sont les 1000 patients de l'asile de Hanwell qui en bénéficient. Sa conception s'inscrit pleinement, d'ailleurs il le dit, dans la logique du traitement moral inspiré par le célèbre médecin français Philippe Pinel, mais s'inspire également des expériences menées à l'établissement Quaker La Retraite à York, ainsi qu'à l'asile de Lincoln.
La particularité de cette logique de soins, c'est de mettre l'accent sur la qualité de l'environnement et du mode de vie proposé aux patients. L'institution est donc conçue comme un outil thérapeutique à part entière. La variété des activités proposées aux patients dans leur vie quotidienne fait partie intégrante de la thérapie. On a du travail manuel, des jeux d'intérieur, d'extérieur, du sport, de la lecture, de la musique, du chant, mais également des fêtes d'été, des fêtes de Noël, des fêtes de l'Épiphanie que vous avez sur l'écran, la fête en 1848, des soirées dansantes, des pique-niques et des kermesses. La diversité et la régularité des distractions proposées aux patients attestent le souci du bien-être des malades dont font preuve les médecins et les administrateurs de l'asile, et ça s'inscrit tout ça dans une logique de soins innovante, appelée en anglais le moral management, qui se rapproche de ce qu'on nommerait aujourd'hui une thérapie institutionnelle. Le projet d'une possible réinsertion des malades après leur sortie est également pris en compte et accompagné notamment par l'attribution d'aides financières dans le cadre de la fondation de la Reine Adélaïde, qui est une fondation interne à l'asile. Il y a également à ces préoccupations de divertissement une volonté d'éducation qui s'ajoute et qui est propre au Dr Connolly. Et une école est créée, l'enseignement s'adresse aux hommes comme aux femmes, et on y apprend les bases de la lecture et de l'écriture, mais aussi de l'arithmétique, de la géographie, des sciences naturelles et du dessin. Il y a même un instituteur et une institutrice qui sont recrutés par les administrateurs de l'asile. Vous voyez à l'écran les résolutions qui sont prises en 1847. Et leurs méthodes pédagogiques, qui sont fondées sur la motivation, la confiance, l'encouragement, ne sont pas sans rappeler une certaine conception de la pédagogie défendue par les owenistes, un courant socialiste, une conception qui est peu courante dans la société anglaise contemporaine, où l'éducation des pauvres fait par ailleurs débat, comme c'est le cas au sein même du comité de direction de l'asile. Mais en fait, Connolly, il n'est pas simplement ambitieux sur le plan médical, il est connu pour son engagement en faveur de mouvements d'éducation populaire, il est aussi connu, il est discret sur ça, mais pour son soutien au mouvement chartiste, qui est un mouvement qui milite en faveur de l'octroi du droit de vote aux hommes du peuple. Donc, il mène un combat permanent pour que les patients, hommes et femmes, aient accès à une éducation au sein de l'école de l'asile. La création et le maintien de cette école sont loin de faire l'unanimité, mais pour lui, c'est un élément central qui va bien au-delà d'une simple distraction pour les malades, mais qui représente un véritable outil d'insertion sociale et d'émancipation des classes populaires. Et tout ça est très politique, je dis deux mots là-dessus, mais ça rejoint cette conception d'éducation, rejoint une conception d'éducation clairement liée au socialisme utopique. Et l'école de l'asile de Hanwell copie quasiment trait pour trait l'école de New Lanark. New Lanark n'est pas un asile, New Lanark est une manufacture de coton située en Écosse dont Robert Owen, que vous voyez à l'écran, est propriétaire de 1800 à 1824. Et les similitudes entre l'expérience menée à Hanwell et celle menée par Owen à l'usine de New Lanark au début du 19e siècle, particulièrement en matière d'éducation, sont vraiment troublantes et amènent à considérer John Connolly non plus comme une figure emblématique de l'histoire de la psychiatrie seulement, le père du non-restraint, mais bien comme une figure de réformateur social et politique à part entière, une sorte de Robert Owen de la psychiatrie anglaise. Alors je précise aussi qu'il avait des liens personnels avec Owen, que je n'aurai pas le temps de développer ici, qui s'intéressait aussi beaucoup à ce qui se passait à l'asile de Hanwell et dans d'autres asiles. Alors concrètement, comment a-t-il fait pour renoncer aux moyens de contention et sur un asile dont on disait à l'époque qu'il était le plus grand du monde. Bon, c'est pas sûr que ce soit totalement vrai, puisque les Anglais ont toujours cette tendance à, c'est ça comme ça, à avoir cette idée que tout est the best in the world, mais c'est un immense asile quand même, 1000 patients. Alors, il y a déjà de sa part une sorte de philosophie vraiment très établie, un principe auquel il ne veut pas renoncer. Pour lui, la nécessité de rendre aux aliénés leur liberté de mouvement, c'est quelque chose qui ne fait aucun doute, et ça s'impose comme une tentative comme un préalable à toute tentative de soin. Pour lui, on ne peut pas prétendre soigner si on ne commence pas par libérer les aliénés physiquement. Je le cite, lorsque le patient est attaché, toute considération pour lui cesse. Les surveillants sont généralement des personnes ayant reçu bien peu d'éducation, ce qui est vrai à l'époque, et l'autorité leur monte facilement à la tête, et ils sont ainsi enclins à considérer leurs patients comme de pauvres créatures égarées qu'ils peuvent mener comme un troupeau de brebis. Ça, c'est en 1856 dans un ouvrage qu'il a publié. Et dans les rapports de l'asile en 1840, il dit « La mise en place de moyens lourds de contention a tendance à faire oublier dans la plupart des cas toutes les mesures plus nobles du traitement et dans d'autres cas à les rendre difficiles, voire impraticables. » Donc Connolly considère que ce qu'il appelle l'ancien système, alors ça aussi c'est une sorte de
force de persuasion. Parce que bon, il dit ça, c'est pas du tout un ancien système, c'est le système le plus répandu. Ce système de coercition physique, pour lui, réduit les patients à l'état d'animaux, alors que le système qu'il préconise les considère comme des personnes souffrantes, dont le cerveau et les nerfs sont malades, mais à qui on doit rendre la santé, le bien-être et la raison. Donc en supprimant les chaînes, les entraves, les camisoles de force et les menottes, Connolly ne supprime pas seulement les symboles extérieurs de l'oppression des pauvres et des fous, mais il leur donne aussi la dignité et le statut de patients malades mentaux. L'attitude de Connolly envers les aliénés n'est pas uniquement le fruit d'une volonté humanitaire de soulager leurs souffrances, elle provient aussi de sa conviction médicale que les troubles mentaux sont une maladie qu'il faut étudier et traiter en dépit d'un manque de connaissances cliniques et du fait qu'il est intimement persuadé que l'environnement social des malades exerce une influence considérable sur leur état et a des effets potentiellement nocifs ou bénéfiques qu'il ne faut pas négliger. Il est également très attaché au respect des patients et c'est un homme qui, clairement, souhaite que l'on ne badine pas avec la sécurité et la liberté des gens. Et sur le plan thérapeutique, il n'a aucun doute sur la nocivité des moyens de contention mécanique et sur leur incompatibilité avec les principes du traitement moral. Il a par ailleurs un discours sur les malades mentaux qui est, pour l'époque, assez rare et plutôt subtil et nuancé, et qui va à contre-courant de pas mal d'idées reçues, puisqu'il insiste sur la nécessité de se comporter avec eux en toute situation avec calme et douceur, car, affirme-t-il, les aliénés, aussi audacieux qu'ils puissent paraître, sont généralement en proie aux peurs et aux soupçons, ils sont enclins à se méprendre sur le sens d'actes simples et ordinaires et sont facilement perturbés et effarouchés. Lorsqu'il prend ses fonctions à la tête de l'asile de Hanwell le 1er juin 1839, il met en œuvre immédiatement les principes qui lui sont chers. Plus de 40 patients sont alors attachés. Il libère immédiatement de leurs chaînes et de leurs entraves ceux d'entre eux dont il considère qu'ils sont les plus prometteurs ou au contraire ceux qui souffrent le plus. Ils se donnent quand même un peu de temps avant de rendre leur liberté aux plus agités pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Néanmoins, en moins de 4 mois, il parvient à ce que tous les patients, sans exception, soient libérés. Il semble ne pas transiger sur ce principe selon lequel l'abolition doit être absolue sans quoi elle ne saurait être efficace. Et sa conception du soin inclut aussi une prohibition totale de toute menace, de toute manifestation de colère ou même d'agacement et de tout usage de punition en cas de mauvais comportement. Donc le 21 septembre 1839, la politique de non-restraint est entièrement opérationnelle à Hanwell. Parmi les objets qui sont confisqués dans les services, on a trouvé 48 chaises de coercition, 78 camisoles en cuir ou en toile et 353 paires de menottes et entraves. Et le docteur Connolly met également un terme à la pratique très courante qui consiste à attacher les épileptiques à leur chalis pendant la nuit, parce qu'il estime que c'est une pratique sans aucun fondement, qui est présentée à tort comme un moyen de protection, mais qui est particulièrement inconfortable pour les patients. Donc, dès la première année, c'est 1008 patients qui bénéficient du nouveau régime de Hanwell et qui sont libres de leur mouvement à l'intérieur de l'asile. Connolly ne reviendra jamais sur ce principe et il va concevoir toutes les activités thérapeutiques dans ce cadre. Il est tout à fait conscient, en effet, que le non-restraint, ça ne se limite pas, ça ne peut pas se limiter juste à libérer physiquement les patients. Ça implique une conception entièrement nouvelle de l'activité des patients et un type de soins nouveau, puisqu'ils ne sont plus désormais considérés comme de simples objets à surveiller. Le docteur Hitchman, qui est un collaborateur de Connolly, qui deviendra un collaborateur de Connolly par la suite, le décrit comme un noble enthousiaste, dans le bon sens du terme, et parle de son travail comme d'une œuvre accomplie avec passion. Il n'a pas été le témoin direct des débuts de Connolly à Hanwell, sur lesquels on va revenir, mais il rapporte les propos des gardiens, surveillants, pas encore infirmiers, en tout cas dans les termes, attendants en anglais, qui était en poste en 1839. Il évoque la vigilance incessante de Connolly durant les premières années de cette grande expérience. On a aussi, pour une fois, le témoignage d'un patient, désormais convalescent, qui témoigne en janvier 1843 dans une lettre adressée au président du comité de direction de son impression très favorable à son arrivée à Hanwell et du contraste frappant avec le traitement reçu dans les asiles privés dont il a eu à subir le dur régime. Et il mentionne l'affection dévouée et le profond respect que les patients témoignaient au docteur Connolly. Selon lui, un sentiment véritablement différent de ce qu'il avait pu voir ailleurs, puisque là où il était auparavant, le médecin était considéré comme un vulgaire geôlier, ou pire, comme l'ennemi de son espèce. Il est vrai que Connolly semble entretenir avec les patients des rapports bienveillants et cordiaux, et qu'il s'adresse à eux en termes doux et affectueux. Pourtant, Akihito Suzuki, qui a travaillé également sur l'asile de Hanwell,
Il note que sa conception du traitement moral, celle de Connolly, est quand même très différente de celle de Pinel, dans la mesure où il n'accorde pas une grande place à la relation thérapeutique individuelle et personnelle entre le médecin et son patient, mais il se contente en grande partie de mettre l'accent sur les vertus thérapeutiques de l'institution en soi et de l'atmosphère qui y règne. Je le cite, chose embarrassante, Connolly se découvrit incapable de pratiquer le traitement moral, cette subtile manœuvre psychologique en face à face avec les patients, qui consiste à agir sur la rationalité latente de leur esprit. Beaucoup de remarques faites par Connolly reflètent son manque de confiance lorsqu'il se retrouvait face à un esprit dérangé. Il avait tendance à fuir la liaison psychologique directe et à chercher à prendre de la distance par rapport au fou. Ce que l'on pouvait faire alors, ce qu'il faisait alors, était une sorte de traitement mental indirect, c'est-à-dire aménager les bâtiments, accrocher des lithographies dans les couloirs, planter des arbustes dans les cours de récréation, proposer des activités. Il ne fait aucun doute, quasiment pour personne, ni les contemporains, ni les historiens, qu'il croyait sincèrement et véritablement aux vertus de la bonté et de la gentillesse. Mais ça restait une sorte de gentillesse qui fuyait le contact direct individuel avec les patients, une sorte de gentillesse qui quand même crée de la distance. Et c'est pour ça qu'avec Connolly, on est au cœur de ce qu'on appelle en anglais le moral management, qui est une version plus pragmatique et moins psychologique du moral treatment d'inspiration pinelienne. Tout est mis en œuvre en effet à Hanwell pour assurer le bien-être physique et mental des aliénés à travers une nourriture riche et équilibrée, alors ok, comparativement aux normes de l'époque, à défaut d'être véritablement variée, mais la traditionnelle bouillie au gruau et le bouillon, qui sont typiques de la workhouse, sont remplacés par de la viande, du pain et du fromage. L'hygiène est strictement respectée. Chaque pensionnaire prend un bain chaud par semaine. Le bain est également utilisé à des fins thérapeutiques en raison de ses propriétés lénifiantes, qui selon lui sont particulièrement applicables aux imbéciles, aux mélancoliques et aux patientes en diverses circonstances. On fait également alternativement usage de la douche, mais en aucun cas de la douche froide, qui est désignée en anglais sous le terme français de douche, car Connolly se range à l'avis d'Étienne Esquirol, qui, l'ayant expérimenté lui-même afin de se prononcer sur son opportunité, avait jugé cette pratique douloureuse et traumatisante, semblable au concassage ininterrompu d'une colonne de glace sur la tête, suivie d'une sensation de stupeur. Donc, d'une certaine manière, les théories de Connolly sur le moral management sont en fait résolument tournées vers le corps, même si l'objectif final est bien de modifier l'esprit. Et les soins reposent aussi, évidemment, par ailleurs, majoritairement sur l'implication quotidienne des patients dans des activités collectives, pour la plupart, parfois individuelles, de travail ou de divertissement. Ça ne signifie pas pour autant l'absence totale de traitements médicamenteux. On utilise couramment de nouveaux traitements chimiques tels que la morphine, le bromure. J'ai une petite liste dont certains termes me parlent peu. L'hydrate de chloral, la hyoscine, l'ergot de seigle, le cannabis, le nitrate d'amyle, la digitaline, avec une préférence pour la digitaline, pour l'éther et pour le chloroforme, sans oublier l'opium comme sédatif pour les plus nerveux. Donc à Hanwell, les substances le plus souvent employées semblent être le bromure, la morphine et le paraldéhyde. Parmi de nombreux autres remèdes, la liste des médicaments établie par l'apothicaire de Hanwell en 1847 ne comporte pas moins de 6 pages, d'une écriture relativement serrée, donc la liste est longue. Mais à nouveau, le docteur Connolly ne croit pas beaucoup aux vertus des médicaments, leur efficacité n'étant pas toujours très probante, et par conséquent, il se trouve dans une situation où les patients les plus agités ne sont pas facilement contrôlables. Puisqu'il interdit fermement le recours à la contrainte mécanique, il ne peut pas néanmoins se passer d'un moyen de contrôle des patients dans les moments de crise, lorsque certains d'entre eux se montrent violents et dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. La méthode qui est alors retenue est l'isolement, en anglais seclusion. Le patient, dans ce cas, peut être confiné dans sa propre chambre, où on va l'habiller de vêtements de toile particulièrement résistants pour qu'il ne puisse pas les déchirer, mais pas de camisole de force. S'il se révèle trop violent ou trop agressif envers les gardiens ou envers lui-même, il est emmené, ça fonctionne aussi pour les femmes, il est alors emmené dans une chambre capitonnée, en anglais padded room, où il demeure jusqu'à ce que la rage passagère retombe et que le danger disparaisse.
La chambre capitonnée, elle est prévue spécialement à cet effet. Elle se présente sous la forme suivante, c'est une citation de Paul May. Un revêtement épais et moelleux de coco, fibres de noix de coco, ce n'est pas moi qui ai ajouté cette remarque, fixé à des châssis en bois et apposé sur les 4 murs de la pièce, le revêtement s'étendant à partir du sol jusqu'à une hauteur prévue pour être hors de portée d'un patient de taille moyenne. Le sol de la pièce est également entièrement capitonné ou recouvert d'un épais matelas. Il est très important de noter que le séjour en chambre capitonnée est toujours de courte durée. Tout est consigné dans un registre. Et on peut citer un grand nombre de jours dans l'année durant lesquels il n'y a pas un seul patient qui soit en chambre d'isolement, à aucun moment de la journée. La proportion de patients concernés est en effet très faible, de l'ordre de 2 ou 3 pour 1000 en général, et c'est confirmé par un rapport des Commissioners in Lunacy, qui sont des inspecteurs, qui sont venus inspecter l'asile en mars 1846. Alors je précise qu'ils ne préviennent pas quand ils viennent inspecter, ça a son importance, et qui constate que seules 2 femmes sont en chambre capitonnée sur 981 patients. Lorsque le patient devient plus calme, il y a une sorte de rituel, on lui offre soit de la nourriture, soit une boisson quelconque, on tâche de l'apaiser par des paroles douces, et ensuite il retourne dans les salles communes. Alors, cette méthode est régulièrement contestée par les opposants au non-restraint et suscite des critiques nourries, notamment de la part de médecins américains contemporains, qui estiment qu'il serait bien préférable d'être attaché sur une chaise de contention ou de porter une camisole de force, mais d'être en compagnie de ses camarades, plutôt que d'être enfermé tout seul dans une pièce vide pour une durée indéterminée. Très récemment, Edward Shorter, dans un ouvrage intitulé A History of Psychiatry from the Era of the Asylum to the Age of Prozac, il va jusqu'à déclarer que les Britanniques utilisaient des cellules d'isolement censées être illégales. Ça, je ne sais pas exactement d'où il tire cette information, mais ce qui était encore plus humiliant pour les patients que de les attacher. Donc le débat est réel là-dessus. La certitude qu'on a à la lecture des registres, c'est en tout cas que c'était une pratique très limitée. La liberté des patients est quand même donc toute relative, et il faut bien reconnaître aussi que l'introduction du non-restraint à Hanwell ne va pas sans poser quelques problèmes de sécurité dans les débuts, surtout la première année. Mais ces problèmes ne sont pas de nature à entamer la conviction du Dr Connolly. Alors, pour la seule année 1840, quand même, il faut préciser ça, le nombre de vitres brisées est multiplié par 2 par rapport à l'année précédente. Et la surveillante générale consigne dans son rapport de fréquents exemples de violence particulièrement marqués dans les débuts, les premiers mois. On a des griffures, des coups de poing entre 2 patientes, par exemple en septembre 1839, un accès de violence et une bagarre entre 2 autres, toujours en septembre, une pensionnaire qui en mord une autre au doigt en décembre, le 4, une infirmière qui se fait frapper par une patiente le 19 septembre, le même cas se reproduisant avec 2 protagonistes différentes le 6 novembre, la surveillante générale elle-même qui reçoit un coup certes léger, mais au visage le 3 décembre, sans oublier la tentative de suicide d'une patiente nommée Jane Bastin le 21 novembre. Et ce ne sont là que quelques exemples d'événements survenus pendant l'année 1839, même si les choses semblent progressivement et assez rapidement s'apaiser par la suite. Alors, le révérend Francis Talbot, donc l'aumônier, hostile au non-restraint au départ, comme le sont aussi les 2 médecins censés travailler sous les ordres de Connolly, le Dr Button et le Dr Begley. Bon, Begley, il parviendra à composer avec la situation, il va faire une longue carrière à Hanwell, il va rester 34 ans à Hanwell, donc il va s'habituer au non-restraint, mais Button se fera licencier, de même que l'aumônier. Alors, eux, ils ne se privent pas de fournir des exemples sordides, ils donnent des exemples terribles qu'ils publient le plus largement possible, d'une patiente qui se mord le bras, qui dévore sa propre chair, de patients qui mangent leurs excréments, d'un patient qui meurt de ses blessures après s'être tapé la tête contre les murs, énormément de choses extrêmement violentes qu'il publie, ou d'un autre encore qui se fait assassiner par un de ses camarades à coups de pied. Et à cette occasion, il accuse très clairement le Dr Connolly d'avoir menti aux autorités sur les causes du décès, d'avoir prétendu que le patient était mort de vieillesse. Le Dr Button soutient sans réserve le témoignage de Talbot. Il renchérit sur l'incompétence supposée de Connolly, sur son inexpérience, et il affirme que des pressions sont exercées sur le personnel pour que soient dissimulés tous les accidents dus au non-restraint, qu'il condamne sans réserve comme étant un système tout aussi dangereux qu'onéreux. Mais dans un article écrit sous un pseudonyme, alors c'est très souvent le cas dans le Times, le pseudonyme de Philanthropos, l'un des magistrats de l'asile reprend point par point les arguments de Button, toutes les horreurs que je viens de citer. Il dédramatise la situation, il met l'accent sur le fait que Button lui-même n'est pas capable de fournir plus de 6 exemples d'infirmières ou de surveillants blessés par des patients durant les 15 premiers mois du nouveau régime établi par Connolly.
Et pour lui, ça semble assez peu probant pour illustrer la situation prétendument catastrophique dénoncée par Button. Et cette réaction de l'un des magistrats qui prend sa plume pour défendre le non-restraint est particulièrement représentative du soutien dont bénéficie Connolly de la part de certains membres influents du comité de direction pour mettre en place cette nouvelle politique de soins. L'application de ce système est loin de faire l'unanimité. Il se heurte à beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles, l'opposition directe d'ennemis directs, mais aussi les doutes de ses propres amis, des machinations visiblement de ceux qui lui souhaitent secrètement du mal et ont hâte de le voir échouer. Et il rencontre, on l'a vu, une opposition forte au niveau local d'une partie du personnel médical qui a des difficultés à s'adapter à ces nouvelles méthodes et de l'aumônier, partisan de la manière forte et qui désapprouve cette liberté de mouvement subitement accordée au personnel. Des psychiatres rivaux s'oppose également à lui, à l'instar d'Alexander Morrison, qui exprime publiquement sa désapprobation et qui maintient que la contrainte mécanique fait partie intégrante de la thérapie. Donc Connolly ne se laisse pourtant pas décourager. Alors d'abord parce qu'il est totalement convaincu, mais il ne fait aucun doute que c'est en grande partie parce qu'il sait pouvoir compter pleinement sur la confiance des juges de paix qui sont membres du comité de direction, qui se révèlent de précieux alliés et dont le soutien est clairement la condition sine qua non pour la poursuite de l'expérience à Hanwell. Et dans un rapport rédigé à peu près 1 an après l'arrivée de Connolly à Hanwell, le président du comité de direction, Charles Stokes, exprime son approbation. Il ferme les yeux sur les incidents violents, tous ceux que je viens de citer qui sont extraits du rapport de la surveillance générale dont il avait connaissance, puisqu'il contresignait le rapport. Ces incidents violents restent certes minoritaires et il accorde un soutien sans réserve au non-restraint pratiqué au sein de l'asile. Donc la réussite de ce système, qui au fil du temps va être considérée comme une réussite, c'est bien sûr à la fois l'œuvre de Connolly, celle des juges de paix qui accomplissent en soutenant le non-restraint, un geste en faveur des aliénés, mais aussi un geste en faveur des pauvres, puisqu'on a toujours cette idée que ça s'inscrit dans une prise en charge des indigents. Alors, malgré une première année difficile, on l'a vu, la preuve est apportée plutôt rapidement de la faisabilité du non-restraint, voire de son efficacité. Et en 1834, la presse, le journal The Illustrated London News, publie dans son numéro du mois de mai un poème écrit par un pensionnaire sur le mur de sa chambre à Hanwell, donc à nouveau un témoignage de patient, et qui semble une bonne illustration de l'état d'esprit qui règne dans cette institution. Je vous ai mis une version française, on va faire un peu de poésie en anglais. Behold no gloomy cell where sullen madness pines, in chains and woe where no glad sunlight shines, but here kind sympathy for fallen reason reigns. Our rules is, it's not gentleness, not force or galling change. Ce poème, bien entendu, c'est bien difficile de savoir. Il est quand même particulièrement élogieux envers l'institution. Il est difficile de savoir s'il est représentatif de ce que ressentent tous les pensionnaires de Hanwell dans leur ensemble, compte tenu à nouveau de la rareté des témoignages de première main qui sont parvenus jusqu'à nous. Dans tous les cas, c'est très intéressant de noter, sans d'ailleurs que soit nécessairement mise en doute la sincérité des propos enthousiastes écrits par ce patient sur les murs de sa chambre, c'est intéressant de noter l'usage qui en est fait dans la presse et probablement par les administrateurs de l'asile eux-mêmes. Une publicité gratuite et certainement efficace pour les bienfaits du non-restraint, à une époque, 1843, où cette période innovante est encore loin de remporter l'adhésion massive du grand public. Alors, j'en arrive à ma troisième partie, un peu conclusion. Alors, l'influence de Connolly sur les asiles anglais dans les années qui ont suivi l'expérience de Hanwell, elle est manifeste. Prenons juste les chiffres qui sont assez parlants. Dans les années 1840, on a seulement 5 asiles qui appliquent le non-restraint en Grande-Bretagne. À partir de 1854, c'est quand même 27 asiles publics sur 30 qui ont renoncé à la contention mécanique et 9 asiles privés sur 14. Et en 1856, c'est 29 asiles publics sur 30 qui appliquent le non-restraint. Je n'ai pas le nom du 30e, mais je sais que le 30e, assez rapidement, dans les années qui ont suivi, s'est mis aussi à appliquer le non-restraint. Le paradoxe, c'est que si on en croit certains auteurs, la situation à l'asile de Hanwell lui-même pâtit considérablement du départ de Connolly en 1852. Donc, l'asile de Hanwell devient un modèle qui essaime, qui influence tous les autres, mais la situation se dégrade progressivement quand Connolly part. Il semble qu'après son départ, bon nombre de ses idées thérapeutiques furent abandonnées
et les conditions se dégradent. On a même une réalité un peu consternante décrite par un de ses contemporains dans une revue médicale. 3 ans après son départ, Hanwell, institution d'excellence et de réputation internationale jusqu'alors, en vient à être décrite dans les rapports de l'asile de 1855 et 1856 comme un asile administré avec indifférence, dans lequel les aliénés sont menés comme un troupeau de plus de 1000 têtes, nourris et vêtus en tant qu'indigents, mais nullement traités comme des patients. Voilà. Ce qui ressort de la consultation des archives est quand même nettement plus nuancé et beaucoup moins alarmant dans les premiers temps. Non, la situation ne se dégrade pas en 3 ans. Durant les 8 ou 10 années qui suivent le départ de Connolly, la situation reste relativement stable. Et c'est très certainement grâce à l'influence du docteur Sankey, qui succède à Connolly, dans un état d'esprit favorable au non-restraint et même admiratif de l'œuvre de son prédécesseur. C'est bien sûr aussi grâce à Catherine McPhee, la surveillante générale, qui est entièrement acquise à la cause du docteur Connolly, mais aussi entièrement convaincue elle-même des bienfaits du système. Donc il y a vraiment une volonté de défendre et de maintenir le système qui perdure, même si tout n'est pas idyllique. C'est plutôt à partir du début des années 1860 que la situation semble se dégrader, avec d'ailleurs une dégradation de l'état de santé de la surveillante générale, enfin plein de concours de circonstances. Mais il faut vraiment attendre 1892, qui est la borne chronologique de cette présentation, pour que soit officiellement sonné le glas du non-restraint, avec la réintroduction officielle et assumée des méthodes de contention mécanique à Hanwell. Il y a aussi un problème sur le surpeuplement, qui est l'un des traits caractéristiques de l'asile, de tous les asiles victoriens et de l'asile de Hanwell depuis l'origine, qui reste un problème majeur et qui représente, selon les médecins, l'une des causes les plus fréquentes et les plus indéniables qui sont à l'origine des actes de violence. Par ailleurs, si les efforts faits en matière de divertissement des patients sont poursuivis après le départ de Connolly, sont même renforcés par l'introduction temporaire de nouvelles activités telles que des excursions à l'extérieur. Il en va tout autrement de l'instruction des patients, qui est progressivement abandonnée, notamment sous la direction de ce Dr. William Sankey, qui sera médecin de l'asile jusqu'en 1864. Et le climat de violence qui semble par ailleurs régner à l'asile à partir des années 1860, entre les patients eux-mêmes, entre les soignants et les patients, ce climat renforce encore le contraste entre les années Connolly et la période qui suit, qui voit également donc la réapparition de moyens mécaniques de contention dont l'usage redevient officiel en 1892, avec en 1892 un registre des contentions mécaniques qui semble totalement contradictoire avec tous les principes de Hanwell, mais qui s'appuie aussi sur la nouvelle loi sur les aliénés de 1890. Donc il y a aussi un lien avec la législation. Donc cette longue parenthèse de bienveillance à l'égard des patients et d'innovation thérapeutique semble pouvoir être clairement attribuée à l'influence du docteur Connolly, représente une réelle influence pour les autres asiles, mais ne perdure pas aussi longtemps qu'on aurait pu le croire à l'asile de Hanwell. Et de toute façon, à partir des années 1870, c'est quand même un pessimisme généralisé qui prévaut quant à l'utilité du traitement asilaire et quant à la possibilité de soigner la folie. Alors, en raison de limites thérapeutiques avérées d'asiles qui de toute façon sont trop souvent surpeuplés, mais aussi parce qu'il y a une nouvelle conception qui émerge, dont vous avez déjà tous entendu parler dans ce séminaire, qui est la question de la dégénérescence, donc on a parlé de Morel, on a parlé de Magnan pour la France. Là, pour l'Angleterre, les deux figures qui représentent ce courant de l'idée d'une prépondérance de la cause héréditaire dans la maladie mentale qui fait que, en fait, on a plus de cas incurables qu'on ne le croit, puisque c'est héréditaire. Les deux figures sont Francis Galton et Henry Maudslay, je vais y revenir. Cette nouvelle conception de la maladie mentale comme un phénomène quasi purement héréditaire, l'asile de Hanwell ne va pas faire exception à cette règle, et un certain découragement aussi va se faire sentir au niveau des administrateurs et des soignants. Ces deux figures symbolisent un changement de cap dans la conception des soins, et symbolisent aussi une forme d'eugénisme qui est peu compatible avec le traitement moral. Donc, Galton est une figure célèbre de la psychologie anglaise et une figure célèbre de l'eugénisme britannique aussi. Et Henry Maudslay, psychiatre vraiment célèbre en son temps, qui est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, même s'il a donné son nom à un hôpital londonien, que vous connaissez peut-être. Il n'a pas donné que son nom, il a donné énormément d'argent pour la fondation de cet hôpital. Donc je crois que c'est quand même la raison pour laquelle, pardon de dire ça, mais je crois que c'est la raison pour laquelle l'hôpital porte son nom.
qui ne vont pas le débaptiser non plus. Mais c'est intéressant de le savoir. Alors, non pas, c'était vraiment un psychiatre très reconnu en son temps. Hein. Ironiquement, c'est aussi le gendre de Connolly. Il a épousé l'une de ses 4 filles. Et donc, il était très bien placé pour dire à quel point Connolly était une espèce d'idéaliste déconnecté du monde réel et qui avait vraiment rien compris, mais pas méchamment. Voilà, il avait un certain mépris affectueux pour Connolly, et lui présentait sa vision comme quelque chose de beaucoup plus scientifique et beaucoup plus rationnel. Je voudrais dire quelques mots, j'avais prévu de dire un peu plus, et puis après, je me suis dit que finalement, je n'ai pas le temps de tout faire, sur l'influence ou le manque d'influence sur les asiles français. J'avais publié un article en 2018 dans la revue VST, Social et Traitement, qui traite de ça. J'ai repris le titre Hanwell et le No Restraint, un rendez-vous manqué avec les aliénistes français. Alors, pourquoi un rendez-vous manqué? D'abord parce que Connolly lui-même était très, très francophile. Il a été élevé par sa mère qui était veuve et son beau-père était un réfugié politique français, visiblement, qui lui a enseigné sa langue. Il a aussi vécu près d'1 an dans la région de Tours, Connolly, où son frère était médecin lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Donc, il parlait français, il lisait le français, et alors, toute sa vie, il va exprimer un goût profond pour la langue française, et notamment dans une lettre écrite en français, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé, mais il y est fait référence dans une de ses biographies, à son ami le docteur Battel, qui est médecin à l'hôpital de Bicêtre. Donc, on peut imaginer facilement que cette maîtrise du français n'est pas sans incidence sur sa pratique en tant qu'aliéniste, puisque ça lui donne un accès direct et facile, aisé aux écrits de Philippe Pinel et d'Étienne Esquirol, dont il va se nourrir, et aussi aux travaux de ses contemporains. Il n'y a pas besoin de passer par une traduction. Donc Jean-Pierre Falleret, notamment, qu'il cite fréquemment, parce qu'il admire son action en faveur de l'éducation des aliénés et parce qu'il le considère comme un aliéniste humaniste. Donc, compte tenu de tous ces éléments, Connolly a très envie, en fait, que sa politique de non-restraint fasse des émules en France. Et il est permis quand même de s'interroger sur le peu d'écho, ou plutôt le peu de succès, que l'application du non-restraint semble rencontrer dans la France contemporaine. Ce n'est pas parce que les aliénistes français ignorent tout de ce qui se pratique outre-Manche. Bien au contraire. Roy Porter, historien de la psychiatrie, fait le constat suivant. Il dit, en dépit de la libération des chaînes effectuée par Pinel, l'abandon total des moyens de contention mécanique était vu par les réformateurs européens comme une idée fixe chimérique propre aux Anglais, une marotte du libéralisme doctrinaire, et il fut très rarement imité. Alors, des aliénistes français rendent visite à Hanwell. Et à leur retour, à chaque fois, il y a un débat idéologique et technique même qui s'engage, parfois de manière virulente. Parmi les opposants au système, Brière de Boismont prend position le premier en 1844. Il dit qu'il craint la multiplication des actes d'automutilation et de violence et qu'il ne croit pas à la suppression, qu'il ne croit pas que la suppression de la camisole réduise les risques de suicide, comme le dit John Connolly. Il voit dans le non-restraint une forme de philanthropie excessive dont il condamne les effets. Et l'influence de Battel, qui est inspecteur général des hôpitaux publics de Paris, quand même, n'y change rien parce qu'il n'arrive pas à persuader ses collègues de partager son opinion favorable sur le sujet. Pourtant, Battel est revenu de sa visite à Hanwell totalement conquis, tant par les qualités humaines de Connolly que par le système du non-restraint dont il vante les mérites. De la même manière, le docteur Morel, Bénédicte Morel, que j'ai remis là et dont nous avons déjà pas mal parlé, il est envoyé en Angleterre, peut-être pas lui qui choisit d'y aller, mais il est envoyé en Angleterre en juillet 1858 afin d'étudier les procédés au moyen desquels les médecins anglais sont parvenus à ne plus se servir des moyens dits de coercition dans le traitement des aliénés. C'est un peu sa feuille de route. Le rapport extrêmement détaillé qu'il publie en 1860, le No Restraint ou de l'abolition des moyens coercitifs dans le traitement de la folie, est en fait un plaidoyer assez passionné en faveur du no-restraint. Mais il ne parviendra pas à convaincre. Et nous savons que le débat autour de l'abandon de la contention, qui fut un grand sujet de discorde au XIXe siècle, n'est pas davantage un sujet consensuel aujourd'hui dans les pratiques de soins en France. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Tu voulais quoi? Oui, c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une expérience très très novatrice, un soutien visiblement
philanthropiques, politiques, industriels aussi, probablement. Ils avaient des moyens. Il y avait donc un nouveau métier qui était en train de se créer. Et puis, ensuite, on a l'impression que c'était très dépendant de conneries. Et ensuite, on revient en arrière pour peut-être, pas un siècle, mais on a l'impression qu'il y a une nuit qui est tombée et qui a duré très très longtemps. Donc, c'est intéressant, effectivement, votre conclusion aussi, parce qu'il y a des relents actuels. Il y a des hôpitaux qui se vantent de mettre des moyens dans la création de nombreuses chambres de contention, enfin de chambres d'isolement, pardon, ou alors que chaque patient est accueilli en chambre d'isolement pour plus de sécurité. Donc c'est vrai que ça dit quelque chose de l'idéal du soin qu'on peut avoir, puis de l'idéal du moi, on va dire. Alors, moi je voulais témoigner peut-être auprès des collègues plus jeunes, puisque maintenant je suis plus jeune, pareil. Alors moi j'ai appris à poser une camisole. Voilà. C'était dans les années... c'était à l'époque où on travaillait ensemble. Toi, tu étais en premier semestre. Moi, j'étais infirmier intérimaire. C'était quoi, en 2002? 2002, voilà. 2003, ouais. 2002-2003. Hein. Donc, toi, je pense que tu n'en as pas posé. Mais moi, avec les infirmiers, c'était une partie de mon travail. Okay. Il fallait d'ailleurs que je dirige d'autres infirmiers pour que la contention soit bien posée, pour pas qu'il y ait de plis, pour pas qu'il y ait de torsade sur les liens, que le patient se sente bien malgré son immobilité. Et c'est vrai que ce rendez-vous manqué dont vous parlez avec Morel, il est très paradoxal aussi, parce que l'image qu'on a de cette époque-là, elle est un petit peu médiévale, poussiéreuse. On a un petit peu peur de ce qui s'est passé dans le passé de la psychiatrie. Mais il y a eu donc cette expérience humaniste de Connolly. Il y a aussi ce personnage de Morel qui est connu pour avoir créé cette conception de la dégénérescence que nous n'aimons pas trop aujourd'hui, vu les utilisations qui en ont été faites, notamment au XXe siècle, hein, et bien sûr, puisque c'était l'argument principal des nazis pour éliminer, c'est-à-dire tuer dans des camps d'extermination les malades mentaux. Alors, par contre, Morel, lui, sa philosophie, c'était un humanisme chrétien, ouvert sur le monde, ouvert sur l'international, les nouvelles idées, la philosophie, des expériences novatrices qui partent du terrain. C'était un psychiatre de terrain, et on a l'impression que lui, comme d'autres, il aurait peut-être été mal compris. En tout cas, à une certaine époque, on avait l'impression que les malades résistaient au traitement moral. Il fallait inventer une théorie qui permette de comprendre pourquoi les malades n'évoluaient pas favorablement. Hein, c'est pour ça que certains historiens ont conclu que la théorie de la dégénérescence était nécessaire à l'existence de la psychiatrie moderne. C'est-à-dire qu'on allait moins l'appeler aliénisme, on allait l'appeler un peu plus psychiatrie, mais que les expériences, je dirais, lumineuses, enfin les expériences qu'on associerait un petit peu aux lumières de la psychiatrie naissante, ont eu un début très identifié, des auteurs, des promoteurs, des cliniciens écrivains hein, qui ont écrit leurs théories, qui ont diffusé leurs pensées, mais qu'ensuite il y a une sorte de fin de partie, il y a une sorte de retour à une forme de répression du patient jusqu'aux années, on va dire, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, c'est pas le seul domaine où on a l'impression que les cliniciens des années 1850, par là, avaient ouvert une voie qui allait se refermer dans les années 1890, mais qu'on rouvrirait dans les années 50, hein, donc 100 ans plus tard. Alors, je vous invite effectivement à lire le livre de Laurence Dubois, bien entendu, mais aussi peut-être de vous intéresser aux textes anciens qui datent de la mi-19e siècle, que ce soit les textes français ou britanniques. Peut-être que c'est plus facile d'accéder, bien sûr, à l'anglais qu'aux autres langues de l'époque, que ce soit l'allemand ou l'italien.
Mais on peut y voir là-dedans aussi des tentatives d'améliorer le sort des malades, de faire évoluer la psychiatrie vers quelque chose de plus ouvert. Et alors, c'est vrai que c'est un petit peu un mystère. Alors, d'où vient ce reflux, d'où vient ce retour à la répression un petit peu alors peut-être pas au grand renfermement, mais d'où est-ce que ça peut venir ce retour répressif à la fin 19e? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de serrer la vis alors que on avait pu constater dans le monde entier, hein, on peut rappeler que par exemple en Allemagne, le non-restreint est appliqué notamment à Munich. C'est pour ça que Kraepelin quitte Heidelberg, il se rend à Munich parce que le ministère de la Santé de Bavière lui avait donné la garantie qu'il pourrait appliquer un non-restreint intégral. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on serre la vis comme ça aux patients? Alors, quand même, clairement, enfin, toutes ces théories de la dégénérescence sont les théories de l'hérédité, surtout, en fait, hein. À partir des années 1870-1880, ont entraîné le fait de remettre en question la possibilité de soigner la maladie mentale par des thérapies du type de ce que proposait Connolly, parce que, en fait, il y avait cette idée que c'était peine perdue. C'est-à-dire que là, pour quelqu'un comme Francis Galton, par exemple, bon, c'est sympa d'organiser des bals et de faire des soirées lanternes magiques, etc. Il n'était pas contre, hein. Il disait juste que ça n'allait servir à rien, puisque ces gens-là étaient malades. C'était génétique, en fait. Le terme n'était pas utilisé encore, mais donc ça n'allait pas servir. Donc il y a aussi une question. Donc il ne voyait pas l'intérêt de continuer tout ça si ça ne servait pas, et surtout il y avait une question financière qui se posait énormément. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'en fait on gaspillait l'argent du contribuable si on continuait à financer toutes ces activités qui avaient un coût, si on continuait à recruter du personnel soignant en plus grand nombre, puisque l'abandon de la contention, ça veut dire plus de personnel soignant. C'est une chose que Connolly a sans arrêt, et du personnel soignant mieux formé. Et pour des gens comme Galton de Maudsley, si on fait tout ça, alors qu'on sait très bien que c'est en fait incurable, parce que pour eux, héréditaire voulait quand même dire incurable. Enfin, je crois que je crois pas me tromper en disant ça. Donc pour eux, on pouvait juste faire des petits. Alors ils n'ont jamais été ni Galton ni Maudsley jusqu'à cette idée d'une stérilisation des malades mentaux, par exemple, qu'on a pu trouver dans certaines formes d'eugénisme fin de siècle, qui a existé aux États-Unis au début du XXe siècle. Mais ils ont quand même été dans une sorte de bon, ok, on va continuer à faire des trucs pas trop désagréables dans les asiles, mais on va pas non plus surinvestir un lieu dont on sait qu'il sert juste à abriter des gens dont on ne pourra rien tirer. Donc ça, c'est quand même l'idée. Et la question de l'argent public, de la dépense d'argent public était quand même très présente. Et il y a aussi un découragement des psychiatres eux-mêmes, des analystes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un optimisme thérapeutique réel et des gens. Alors, Connolly est décédé en 1866, mais ensuite, tous ceux qui faisaient partie de cette grande aventure ont commencé à se dire, mais en fait, on a de plus en plus de patients dans les asiles, on a de moins en moins à s'en occuper, ils sont de plus en plus malades, ils sont de plus en plus incurables, ils sont de plus en plus âgés, puisqu'il y avait aussi cette question. Et en fait, il faut reconnaître qu'on n'y arrive pas à les soigner. Parce qu'il y avait quand même cette illusion de... Alors, c'est pas vrai qu'ils soignaient personne, il y a des gens qui sortaient de l'asile. Hein. On passait pas toute sa vie, tout le monde ne passait pas toute sa vie à l'asile. Mais là, et puis on sait très bien que la question de la notion de guérison pour la maladie mentale, c'est extrêmement subtil, une notion. Donc, toute cette subtilité faisait que le taux de guérison n'était pas jugé satisfaisant. Et en termes financiers d'investissement, c'était quelque chose que les administrateurs déploraient, mais les psychiatres eux-mêmes le déploraient parce qu'ils se sentaient un peu impuissants, en fait. Donc il y a quand même eu tout un optimisme qui s'est heurté à une réalité qui n'était pas aussi positive que ce qu'ils auraient pensé, plus ce contexte de l'émergence des théories de la dégénérescence qui ont contribué à un déclin, en fait, de l'asile. Ça, c'est pour la fin la fin du 19e, début 20e. Ce qui s'est passé après, je suis moins spécialiste de ça, mais... Et après, on a fait ce qu'on pourrait appeler serrer la vis. C'est-à-dire que je pense que
on est plus, vers la fin du 19e, dans une forme de négligence, mais pas forcément une volonté de retour à des méthodes coercitives. Et ensuite, on réintroduit l'idée de la contention comme soin. Ah, voilà, j'ai l'impression que c'est plus ça, en fait. Merci beaucoup pour votre exposé passionnant. C'est vrai qu'on a envie de plonger dans votre livre pour poursuivre vos découvertes. Moi, je suis en particulier très sensible au témoignage de la surveillante et de son livre de bord un peu. Je trouve que ça donne vraiment une vision un peu au quotidien et de la vie comme ça concrète dans l'asile, et que ça c'est quelque chose d'extrêmement rare qui n'existe pas en France. C'est un peu le document le plus précieux en fait, parce qu'il peut éclairer tous les autres d'une certaine manière. Même si ça reste un journal de bord extrêmement cadré, ça reste quelque chose dont elle sait que ce sera lu par les officiels. Donc quand elle a des choses plus personnelles à exprimer, elle écrit des lettres au comité. Elle ne met pas forcément tout dans son... Mais on les retrouve aussi. Mais c'est vrai que, oui, la surveillante générale, personnage central, peut-être plus encore que Cornelis, mais ça, il me reste à arriver à le prouver. Ce qui est mon but. Mais c'est vrai aussi, donc il y a des tas d'échos contemporains. Je voudrais quand même... La fois dernière, je vous ai parlé de la thèse de Philippe Pommel, qui avait fait tout un travail sur justement libérer les patients, enlever la contention dans les asiles au début des années 50, avant l'arrivée des neuroleptiques, justement uniquement par des soins relationnels. Et puis, et d'ailleurs, cette philosophie continue à fonctionner dans ce service du 13e arrondissement, la SM13, où il n'y a jamais de contention, qui n'a jamais été employée en fait depuis la création de l'hôpital au début des années 60. Et puis, quand même, citer le livre que je crois qui est paru l'an dernier de Mathieu Ballassen, Abolir la contention, qui lui aussi prend un parti pris politique très, très engagé, très indispensable, justement pour questionner ces pratiques de la contention aujourd'hui. Et il y a quelque chose aussi que... Donc vous avez cité l'influence de Pinel sur Connelly, qui était francophile. Oui. Et donc aujourd'hui, Pinel, c'est l'abolition des chaînes. La naissance de l'asile commence comme ça. Mais on sait aussi que c'est un mythe. On sait que c'est pas vrai. Et que, en fait, Pinel, au départ, en pleine Révolution française, c'est d'abord le traitement moral, beaucoup plus que l'abolition des chaînes. Absolument. Mais l'abolition des chaînes, donc c'est ceux qui viennent après lui, ses héritiers, Casimir Pinel, dans les années 30, qui réhabilitent l'œuvre de Pinel en mettant en avant justement l'abolition des chaînes à travers des tableaux, des sculptures, tout un tas d'articles, au moment même où le traitement moral décline. Est-ce que, du coup, l'influence de Pinel sur Connelly, c'est celle-ci, c'est-à-dire justement l'abolition des chaînes, il prend ce dont on parle en France à l'époque, et pas tellement le traitement moral. Alors, il cite très très souvent Pinel, mais il cite aussi beaucoup William Tuke, donc de la retraite de York, et aussi un peu Gardiner Hill de Lincoln. Et il dit pour lui, d'une certaine manière, Pinel c'est la théorie et Tuke c'est la pratique. Mais Connelly sait très bien que... Alors, Connelly s'inspire plus du traitement moral de Pinel, même s'il ne l'applique pas, c'est le paradoxe, que de l'abolition de la contention. En fait, Connelly sait très bien qu'il n'y a pas eu de véritable abolition de la contention. Et il sait que l'abolition de la contention, c'est plutôt à la retraite à York qu'elle a eu lieu, même si ce n'était pas un principe absolu, ou à l'asile de Lincoln. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que il utilise une sorte d'instrumentalisation et une forme je pense, dans ses écrits de mauvaise foi, mais c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'il cite Pinel comme précurseur à la fois du traitement moral et de l'abolition de la contention, tout en sachant que Pinel n'a pas réellement aboli la contention, mais en fait, il l'utilise par rapport à ses confrères anglais en disant « moi, je veux faire comme Pinel » et dans ses confrères anglais, il y en a pas mal qui ne savent pas vraiment ce qu'a fait Pinel. Donc, il y a une forme de manipulation du réel avant même cette manipulation du réel qui a lieu en France aussi, en fait, par rapport à Pinel. Mais Connelly, lui, utilise plutôt Pinel comme un alibi, j'ai tendance à penser.
C'est-à-dire que sa véritable inspiration, c'est Tuke et Gardiner Hill. Mais sa caution intellectuelle, c'est Pinel. D'une certaine manière, c'est un peu ça. Et je pense qu'il le fait assez consciemment. Mais il a beaucoup lu Pinel. Et je pense que quand on lit Pinel, il y a vraiment quelque chose par rapport au traitement moral. Donc c'est plutôt ça. Pour lui, à ce côté intellectuellement, il aime se réclamer de Pinel. Mais par exemple, il se reconnaît beaucoup plus en Leray ou Falleret, qui sont ses contemporains, en fait, qu'en Pinel. D'ailleurs, pour être bref aussi, dans la toute fin de votre livre, vous rentrez plus en discussion avec le courant historiographique de Michel Foucault. Oui. Bon. Et ça, je trouve très intéressant, justement, vous prenez vos distances. Et je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de la folie, je vous lis juste cette citation de Foucault qui concerne justement la libération des chaînes. C'est page 585 de l'édition Tell. Ôter les chaînes aux aliénés, c'est leur ouvrir le domaine d'une liberté qui sera en même temps celui d'une vérification. C'est les laisser apparaître dans une objectivité qui ne sera plus voilée ni dans les persécutions, ni dans les fureurs qui leur répondent. C'est constituer un champ asilaire pur. On voit que Foucault retourne finalement le mythe en disant la libération des chaînes n'est pas du tout un projet, c'est au contraire un progrès du regard médical qui va être au contraire d'autant plus objectif et pur que le fou sera plus livré à lui-même, d'une certaine façon, qu'enchaîné. Vous, au contraire, donc vous prenez vos distances par rapport à la question de Foucault, et notamment de celle de la position ou des soins des aliénistes. Alors, moi, j'ai lu, bien sûr, avec attention, l'histoire de la folie. Alors, au début, je me sentais un peu seule dans le fait de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec Foucault. Parce qu'on voudrait faire quelque chose. Il y a une telle présence foucaldienne quand on travaille. Puis maintenant, je travaille en plus, je vais travailler sur les prisons, alors ça va être pareil. Oui. Donc, voilà. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, il parle très très peu, dans tout le bouquin, il parle très très peu de la psychiatrie britannique. Très très peu. Très peu. Juste pour dire que Tuke, ça compte pas parce que c'est des Quakers. Donc, même s'ils sont sympas, c'est forcément une forme de conditionnement religieux. Donc, on oublie. Je ne suis même pas sûre qu'il cite qu'on en ait une fois. Et en fait, donc il met de côté, parce qu'en fait, ça ne sert pas à son propos. Il faut me dire les choses clairement. Mais surtout, je rappelle souvent, et j'ai découvert que je ne suis pas seule à le faire, et qu'il y a énormément d'historiens britanniques de la psychiatrie qui ont pris leur distance avec Foucault et qui ne savent plus quoi en faire non plus. Foucault n'est pas historien. Donc, c'est marrant d'intituler un bouquin Histoire de, comme il n'est pas historien, mais il n'est pas historien. Donc, ça veut dire qu'il a une théorie qu'il essaie d'illustrer, d'appliquer. C'est pas désagréable à lire, c'est bien construit, etc. Il y a plein de concepts qu'on peut réutiliser. Mais si on veut étudier les archives d'un asile et que tout ce qu'on découvre, en fait, n'arrive pas à s'inscrire dans une perspective foucaldienne, que faut-il faire? Arrêter d'étudier les archives ou arrêter de vouloir sans arrêt se référer à Foucault? Moi, j'ai arrêté de vouloir sans arrêt me référer à Foucault. Et le vrai problème pour moi dans la perspective foucaldienne, qui par ailleurs, et là je me replonge dans cette perspective par rapport à la notion d'irresponsabilité pénale et des aliénés criminels, puisqu'il a quelques éléments qui sont très intéressants. Mais là encore, sur la législation, il y a des choses pour l'Angleterre qui sont fausses. Il dit que la législation sur les responsabilités pénales a été construite sur le crime monstrueux, donc les choses terribles, les monstres, les atrocités. En Angleterre, pas du tout. La législation sur les responsabilités pénales, elle est construite à partir de ce qu'on appellerait des crimes de lèse-majesté. Elle est construite parce que quelqu'un a voulu tuer la reine, un autre a tiré sur le Premier ministre. C'est ça. C'est pas du tout. C'est à nouveau pas du tout ce qu'il décrit. Donc, à chaque fois, je dis, et comme ça, je suis tranquille. Probablement, ce qu'il dit est parfaitement pertinent pour la France, mais ne l'est pas pour le Royaume-Uni. Ce à quoi tous les historiens français de la psychiatrie me disent, bah non, pour la France non plus. Mais ça, je ne suis pas obligée de le dire. Mais voilà, donc j'ai été obligée de prendre mes distances parce que ça ne me permet pas d'avancer.
dans une perspective historique. Et le grand problème pour moi, qui pour le coup est peut-être un vrai problème de la perspective foucaldienne, c'est qu'elle met tout au même plan. C'est-à-dire qu'un asile où on maltraite les gens, où on leur donne pas à manger, où on les attache, où ils vivent, c'est pareil en fait qu'un asile où on leur offre du thé, ils ont des excursions et ils font des trucs sympas et on leur parle gentiment parce que de toute façon, ce sont des lieux d'enfermement. Eh bien, peut-être que théoriquement, dans une abstraction profonde, c'est pareil, mais dans la vraie vie, c'est pas pareil d'être un patient en psychiatrie dans un endroit où on est bien traité ou d'être dans un endroit où on est maltraité. En fait, ça n'est pas pareil. Donc, les faits historiques, pour moi, prennent quand même le dessus sur cette conceptualisation de quelque chose dont, en effet, intellectuellement, c'est intéressant et stimulant, mais on n'arrive pas. Mais Roy Porter, qui est un peu notre modèle à tous dans l'histoire de la psychiatrie, a pris ses distances avec Foucault de manière évidente, parce que sinon, il n'aurait rien pu faire. Voilà, soyons clairs. Mais voilà, mais on est obligé, ce qui est intéressant, c'est que Foucault a une telle emprise, et il a écrit des choses très intéressantes, mais qu'on était obligé de se positionner par rapport à lui. Et donc, on se retrouve à se positionner contre lui. Mais ce n'est pas le but. En fait, moi, j'aurais voulu me positionner en dehors. C'est juste que, alors, surtout en France et aux États-Unis, c'est pareil, un peu moins en Angleterre, on ne donne pas la possibilité de ne pas se positionner par rapport à lui. Donc, mon positionnement est assez clairement pas foucaldien. Voilà. Ce positionnement rhétoristique, moi je trouve, ça permet de clarifier les positions, de rentrer en débat, de voir qu'il y a plusieurs perspectives, enfin, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le virtuel ou dans la salle présentielle? Oui, Catherine Lavielle. Parler de la constitution, du parcours de ces archives, parce que ça semble être une somme assez extraordinaire et rarissime. Ouais. Un objet d'étude pour un historien de la psychiatrie. Oui, alors ces archives de Hanwell, elles sont donc. Souvent, les archives des asiles n'ont pas été conservées dans les hôpitaux, dans les asiles, ce qui est bien. Parce que ça a permis. Parce que quand c'est le cas, ça se perd. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, il y a des archives de prison où il y avait des super archives qui ont été perdues en 3 mois dans un déménagement. Par exemple, c'est des choses qui arrivent. Et dans les hôpitaux, elles ont été souvent confiées aux archives nationales ou bien souvent, plus souvent, aux archives locales. Donc là, en l'occurrence, c'est les archives municipales de Londres. Ils ont récupéré tout ça, je ne sais pas exactement à quelle époque. Il y a pléthore de choses parce qu'il y a vraiment une inflation bureaucratique quand même dans l'Angleterre victorienne. Donc, ils ont l'obligation de publier un rapport annuel. Ils ont l'obligation de consigner tout ce qu'ils font. Ils ont l'obligation d'avoir des dossiers de patients à jour avec la date d'admission, les premiers diagnostics. Ils ont l'obligation d'avoir une liste de tous les patients admis dans l'année, de tous ceux qui sont décédés, tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui sont. Ils ont l'obligation de refaire ça sur 30 ans aussi. Donc, ils ont une obligation administrative énorme. La surveillante générale a l'obligation de rédiger son journal de bord. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle trouve le temps de le faire, d'ailleurs, en toute honnêteté. Donc, il y a une sorte d'inflation bureaucratique qui est une mine d'or pour les historiens. Et alors, alors, ça se présente sous quelle forme? On a des rapports annuels qui sont imprimés et ceux-là sont parfois disponibles en ligne, ont été numérisés. Pas tous. Pour Hanwell, par exemple, pas tous. Ensuite, on a les comptes rendus de réunion. Ça, c'est super parce qu'on a aussi les brouillons des comptes rendus de réunion. Et on voit quand même que du brouillon au compte rendu réel, il y a des choses qui disparaissent. Parfois sous une forme de censure et parfois parce qu'ils considèrent que ce n'est pas important, mais en fait, oui, ça l'est. Ça, c'est conservé. Donc, les archives, les rapports annuels sont imprimés dans des volumes en cuir assez traditionnellement, ce qu'on peut voir à l'époque. Le journal de bord de la surveillance générale, c'est aussi alors, elle écrit dans un truc relié en cuir assez volumineux. On a aussi beaucoup de boîtes dans lesquelles on a des liasses, en fait, qui sont. Alors, le travail d'archivage, il a été fait. C'est à la fois remarquable et parfois, on ne sait pas exactement quelle a été la logique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ont trouvées, ils ne savaient pas les mettre. Ils l'ont mis dans le. Donc, très chronologique, en fait. C'est-à-dire qu'on va. Et alors, c'est fascinant parce qu'on va ouvrir une liasse. Donc, c'est vraiment des boîtes, grandes boîtes à chaussures qu'on nous apporte. On ouvre. Il y a des liasses qui sont avec des rubans.
On enlève le ruban et on découvre parfois 3 documents, parfois 15 documents, qui peuvent être une lettre de la famille d'un patient, une facture, un compte-rendu de réunion avec son brouillon, un truc pas fini, on peut avoir une lettre entamée, pas terminée. Enfin, il y a vraiment une grande diversité. Il n'y a pas une liasse en fait, qui ressemble à une autre. Et c'est donc organisé de manière chronologique. C'est-à-dire que tout document de, je ne sais pas, entre septembre et juin, ou c'est plutôt par mois, c'est parfois même par semaine, ça dépend. Ils ont aussi structuré ça en fonction du nombre. C'est-à-dire que parfois, ils vont avoir une boîte pour une année. Parfois, il y a tellement de choses qu'il va y avoir 3 boîtes pour une seule année. Dans ce cas, ils structurent différemment. C'est un travail qui a été fait remarquablement, mais qui donne malgré tout une sorte d'impression d'anarchie un peu, qui est assez exaltante quand on découvre les documents. Et ça veut dire que donc, la consultation des archives, c'est un travail de fourmi. Parce que vraiment, on ouvre, on regarde, on voit, ben finalement, non, il n'y a rien. On referme soigneusement, on refait l'alias. Voilà. Et c'est précieux parce qu'on pourrait se contenter des rapports annuels publiés en ligne, mais on passerait à côté de plein de choses. Et notamment les tensions entre les membres du personnel, qui ne sont pas juste des chamailleries, mais qui sont souvent des tensions qui tiennent à la conception du soin. Et ça n'apparaît pas dans les rapports annuels. Le rapport annuel, il va être un peu lissé, quoi. Ça donne... Alors, il y a des choses très intéressantes. Il va y avoir il y a des données, il y a aussi pas mal de statistiques à un moment donné, parce qu'il y a aussi une folie des statistiques dans les années 1860, 1870. Mais voilà, en fait, c'est ça, ces archives-là. Et je pense que, enfin, Claire, tu peux nous dire pour les asiles du Lancashire, aussi dans des archives régionales, c'est pas les archives nationales. À Londres, je ne sais pas trop pourquoi, et des rapports des années suivantes qui sont restés à Liverpool ou à Preston. C'est assez disséminé, mais c'est assez ressemblant dans l'organisation et les cartons. Logique, plus ou moins logique. Dans l'archivistique, il y a une règle de respect fou. On n'est pas censé ranger non plus. Non. Peut-être que c'est un peu conforme à... Mais j'ai l'impression que c'est assez conforme. Enfin, c'est fait très intelligemment, en tout cas, parce que c'est hyper difficile de faire ça, réellement. Et c'est vraiment fait de telle sorte... Mais alors, ça redonne aussi tout un sens au travail sur l'archive. Hein. Parce que, bon, la numérisation des archives, en soi, tout le monde en rêve, parce que, comme ça, on ne paye pas son billet d'Eurostar, on n'a pas besoin de passer 3 semaines à Londres pour pouvoir bosser seulement 8 jours parce que les archives sont ouvertes de telle heure à telle heure et pas le samedi, mais un samedi sur 2, mais pas le vendredi, mais si ce vendredi-là, oui. Enfin, il y a aussi des accès aux archives qui sont compliqués, mais ça redonne tout son sens à ce vrai travail sur l'archive qui consiste quand même à éplucher les choses. Et on trouve des choses vraiment qu'on n'aurait pas pu trouver, enfin, qu'on n'aurait pas trouvé en ligne. Et puis, la question de la numérisation des archives, c'est une vraie question sur le choix. Qu'est-ce qu'on va... Parce que ce que vous dites est complètement vrai. On est censé respecter le fond, donc tout a une valeur égale. Or, dans la numérisation, ce qui se fait, on le sait, c'est pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de valeur égale, quoi. On choisit que, tiens, bah, ça, c'est important, on va le numériser. Ah oui, ce serait pas pareil. Et pas une liasse avec l'envie de voilà. Tout ce qu'il y a dans la... Exactement. Exactement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. C'est un fond d'archives assez fascinant, hein, en effet. Oui. J'ai bien compris, 75% des alignés sont des indigents qui sont en partie envoyés dans les Croix-Taxes. Oui. Est-ce que ça fait que lui, il développe une pensée du lien entre la misère sociale, sur fond d'industrialisation brutale et aliénation brutale, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi avec les dossiers d'admission des patients qui faisaient partie des sources? Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait que lui était à la fois réformateur politique, chartiste et réformateur psychiatrique, il ne le disait pas. C'est singulier. Non. Il y avait dans les mouvements politiques de l'époque pour le suffrage universel ou la réforme parlementaire un intérêt plus général pour la cause des aliénés. Sur la première question sur
Est-ce qu'il a développé une sorte d'idée que en fait, la pauvreté conduirait à la folie ou qu'il y a une incidence du milieu? Alors, est-ce qu'il l'a développé ou est-ce qu'il l'avait déjà? Parce que moi, à mon sens, il est aussi arrivé avec une conception qui était une conception oweniste, c'est-à-dire une conception socialiste qu'on a appelé après, enfin que Engels a appelé socialisme utopique, pour bien le différencier du marxisme, qui est l'idée que l'influence du milieu est capitale, en fait. Et que c'est aussi sur ça qu'il fonde toute sa thérapie. Sur l'idée que si on est bien traité, si on mange des trucs assez bons, si on fait des excursions et si on vit, on va aller mieux. Mais c'est aussi parce qu'on a eu une vie horrible qu'on va mal. Pour lui, il n'est pas du tout dans les théories de l'hérédité. Il est beaucoup quand même, alors il fait un peu de phrénologie, mais c'est un autre problème, à un moment où c'est très en vogue chez les hellénistes progressistes. Mais en fait, quand on lit, il est persuadé de l'influence du milieu social sur l'état physique et mental. Et il est persuadé que les conditions terribles d'exploitation des travailleurs ont un lien avec l'état dans lequel ils se retrouvent par la suite. Ça. Mais alors, est-ce que c'est en travaillant à l'asile qu'il découvre ça? Moi, je crois que non. C'est-à-dire que quand il est médecin généraliste à Stratford, il crée un dispensaire, il crée un hôpital, il est déjà dans des courants unitariens, il est déjà dans des courants d'éducation populaire. Donc, moi, je crois que c'est préexistant. Je crois que ce n'est pas sa pratique d'aliénisme qui lui fait penser ça. Il arrive avec cette idée-là préconçue et je pense que c'est assez facile pour lui de découvrir qu'il y a une réalité derrière tout ça. En revanche, il y a aussi une autre question. Quand on regarde les dossiers des patients, ça c'est une question hyper vaste et il faudrait travailler que sur ça, parce que ce serait un boulot considérable. Tous les indigents qui sont envoyés à l'asile, certains sont réellement, depuis très longtemps, pauvres, d'une classe ouvrière très déclassée, etc. Mais d'autres sont déclassés par leur maladie mentale. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui étaient des artisans, des ouvriers qualifiés, parfois même pas beaucoup de professions supérieures, mais ça peut arriver, qui, par leur maladie mentale, sont devenus incapables de travailler et se sont désocialisés, on dirait aujourd'hui, et se sont retrouvés dans une situation de ne plus pouvoir gagner leur vie et donc dépendants de l'union de paroisse en tant qu'indigents. Donc, ça, il y en a aussi. Mais c'est un travail qu'il faudrait faire de manière beaucoup plus minutieuse que ce que j'ai fait pour vraiment arriver à démêler ça, parce que c'est aussi ce qui joue sur le fait qu'on est étonné qu'il y ait finalement pas mal de gens qui savent lire plus qu'on croit, parce qu'ils ne sont pas tous d'un milieu extrêmement défavorisé au départ. Voilà, ça c'est sur la question du lien entre pauvreté et folie. Alors, il est chartiste. Moi, je le savais, c'est vraiment en travaillant profondément sur lui que j'ai découvert ça et que j'ai découvert ses liens avec Owen. J'ai découvert ça grâce à ses ennemis d'ailleurs, qui le présentait comme un dangereux gauchiste. Et lui-même dit qu'il a postulé à l'asile de Hanwell en 1838 et il n'a pas été pris. Et il dit que c'est probablement parce qu'il avait donné une conférence dans un Mechanics Institute, donc un lieu de conférence du soir à connotation très clairement associée au mouvement ouvrier, et que c'est très certainement pour ça qu'il a été pris, parce qu'il a été identifié. Et il se dit qu'il va arrêter en fait de trop montrer ses convictions politiques, parce que ça va le desservir. Et d'ailleurs, il faut vraiment chercher. Certains croient même qu'il est Quaker, ce qu'il n'est pas. D'autres le présentent comme appartenant au courant évangélique, alors que non, très clairement, il est dans les courants chartistes. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de voir que dans des journaux chartistes, on se réjouissait de sa nomination à l'asile de Hanwell en 1839. Je me suis dit, pourquoi en fait? C'est bizarre. Et ensuite, je me suis rendu compte que, ben oui, il donnait des conférences, il soutenait le mouvement chartiste, et c'était officiel, mais un peu caché. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose dont qu'il revendiquait beaucoup. Est-ce que c'était courant Owen s'intéressait beaucoup aux asiles, par exemple, parce que, en fait, tous les réformateurs de gauche, pour faire simple, s'intéressaient quand même à tous ces lieux d'assistance aux pauvres, de prise en charge de la classe ouvrière, ou tous ces lieux aussi de privation de liberté. Donc, il y a beaucoup d'aliénistes. Il est peut-être une exception par rapport au mouvement chartiste, mais dans les aliénistes progressistes écossais et anglais de l'époque,
il faudrait, et là encore, comme ils s'en vantaient pas, il faudrait étudier chacun, on en trouverait beaucoup, je pense, qui sont dans des milieux, le milieu unitarien, par exemple, qui est très associé aussi au courant socialiste, enfin, on en trouverait beaucoup, je pense. C'est paradoxal parce que les gens qui sont à la tête de l'Apollo, enfin les administrateurs de l'Apollo, sont eux souvent conservateurs. C'est aussi ce qui fait qu'il y a un décalage étonnant entre la manière dont les gens sont mieux traités dans les asiles qu'à la workhouse. Parce que l'asile n'a pas de visée punitive, alors que la workhouse, si. Donc, il y a clairement une influence politique, enfin, il y a clairement une influence politique et une incidence de sa conception de la société sur sa manière de pratiquer. Voilà. Très bien. J'avais une question, mais je la garderai pour la fois prochaine quand vous reviendrez. Ok. Mais, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions en ligne, on va peut-être s'arrêter là. La prochaine séance, elle aura lieu en 2025. Et c'est un certain Jérémy Sarzel, je ne sais pas si vous connaissez, qui viendra parler de l'histoire des schizophrénies. De la schizophrénie? Alors, j'ai mis les schizophrénies, moi. Bon, c'est un détail. J'en parlerai. Merci beaucoup, Merci Laurence beaucoup. Dubois, Beaucoup et je renvoie tout le monde à la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup.